Bon, bonsoir, bonjour, bonne nuit, peu importe à quelle heure vous écoutez ça. Et on est de retour. On est de retour, enfin? Oui, enfin. Et on va commencer par Petit s'impose, des excuses, sincères, vraies. Vraiment sincère. On avait dit qu'on allait être régulier. On avait dit on enregistre souvent, on est consistant, on respecte nos auditeurs. Et puis, la vie. La vie, exactement. Le travail, les amis, les obligations, le fromage à manger. Le fromage à manger, classique comme ça. C'est une vraie raison. On peut pas enregistrer un podcast en mangeant du fromage, ça ferait des bruits étranges au micro. Mais sérieusement, on s'excuse. Si vous avez attendu, merci de votre patience. Si vous n'avez pas attendu et que vous venez de découvrir le podcast, bienvenue et vous n'avez rien manqué entre les épisodes parce qu'il n'y avait rien. Impeccable logique. Merci. Mais là, on repart. Pour vrai à cette fois. On a fait un calendrier. On a fait un calendrier. Et on est de retour. On a des sujets. On a des sujets. Et on a la motivation. Enfin, moi j'ai la motivation. Kelsey a du fromage. J'ai les deux, je suis complète. Parfait. Alors, bienvenue à l'épisode 2 de notre podcast. Le premier épisode, on a parlé de musique. Si vous ne l'avez pas écouté, allez le voir, c'était bien. Et aujourd'hui, on attaque un sujet qui me tient vraiment à cœur. Des jeux vidéo. Des jeux vidéo. Et moi, qui n'y connais presque rien. Presque rien, c'est génial. Merci, je suis nuancée. Bon, on commence par les bases. Kelsey, toi et les jeux vidéo, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est une histoire de distance respectueuse. Quand j'étais petite, à Paris, on avait une Game Boy dans la maison. Une Game Boy originale, la grise. La brique, la belle brique. Exactement. Et je jouais à Tetris dessus. C'est probablement le jeu vidéo que j'ai le plus joué dans ma vie. Tetris, c'est un classique absolu, mais t'as rien joué d'autre? Si, mes cousins avaient une PlayStation, je crois que c'était la première, et on jouait à un jeu de course. Je me souviens pas du titre, mais il y avait des voitures qui allaient vite et on devait pas tomber. C'est à peu près la description de tout jeu de course qui existe. Voilà, tu vois pourquoi je suis pas une experte. Et depuis? Depuis très peu. J'ai joué à des trucs sur téléphone, des petits jeux, et une fois un collègue m'a fait essayer un jeu de tir, un FPS je crois. First person shooter, oui. Et j'ai passé 20 minutes à regarder le plafond parce que je comprenais pas comment orienter la caméra. Le classique, la courbe d'apprentissage du joystick pour les néophytes. T'as l'air de regarder partout sauf où tu veux aller. J'ai tiré sur un mur, plusieurs fois, intentionnellement à la fin, parce que c'était tout ce que je savais faire. Et moi, complètement différent. Les jeux vidéo, c'est vraiment une passion depuis que je suis tout petit. Mon premier souvenir, c'est le Super Nintendo chez mon oncle. Super Mario World. J'avais peut-être 4 ou 5 ans. T'es jeune? Très jeune. Et j'étais vraiment pas bon. Je mourais au premier niveau en boucle. Mais j'étais fasciné. L'idée qu'on pouvait interagir avec quelque chose à l'écran, que t'avais le contrôle. C'est intéressant ça, le contrôle. Parce que dans les autres médias, tu consommes. Dans un jeu, tu participes. Exactement. Et c'est ça qui est fondamentalement différent. Un film t'amène quelque part. Un jeu vidéo te laisse y aller toi-même. Philosophiquement, c'est pas bête. Merci, j'ai mes moments. Mais est-ce que la culture jeux vidéo, c'est pareil en France et au Québec? Parce que moi, je me souviens qu'en France, il y avait quand même une espèce de snobisme culturel autour des jeux vidéo. C'était pas vraiment considéré comme un art. En France, sérieusement? Pourtant, la France a une scène de développement de jeux vidéo énorme. Ubisoft, c'est français. Oui, et ça m'a choqué d'apprendre ça d'ailleurs. Assassin's Creed, c'est une compagnie française. Ubisoft Montréal en plus, donc franco-français et franco-québécois à la fois. C'est beau comme destin. Mais dans la culture populaire française, les jeux vidéo, c'était un peu la chose des geeks, des nerds. Les parents regardaient ça de travers. Ici, c'était pareil dans les années 90. T'as pas fini tes devoirs, t'as pas le droit de jouer à Nintendo. Le classique. Ah, même discours international. Et je pense qu'au Québec, la culture gamer a été vraiment normalisée assez tôt. Peut-être à cause de la proximité avec les États-Unis. On reçoit beaucoup de l'influence culturelle américaine. Et aux États-Unis, les jeux vidéo ont toujours été mainstream. Et maintenant, est-ce que c'est considéré comme un art, les jeux vidéo? De plus en plus, oui. Des jeux comme The Last of Us, Red Dead Redemption 2, Disco Elysium, c'est de la narration, c'est de la mise en scène de haut niveau, de la composition musicale de haut niveau. C'est clairement un médium artistique. The Last of Us, j'en ai entendu parler parce qu'ils ont fait une série HBO. Exactement, et la série est excellente, mais le jeu est une expérience différente parce que tu vis les décisions toi-même. Quand quelque chose de difficile arrive, c'est toi qui as appuyé sur le bouton.
C'est presque une question éthique. Est-ce qu'on est responsable des actes de notre personnage? Oh là là, on va dans la philo maintenant. C'est ce que je fais. Tu m'emmènes dans un sujet, je vais vers la philo. Je suis prévenu pour les prochains épisodes. Bon, parlons des genres. Moi, je joue à beaucoup de choses différentes. RPG, jeux d'action, un peu de stratégie, parfois du sport. Kelsey, si tu devais essayer un genre de jeu, lequel t'attirerait le plus? Probablement quelque chose avec une histoire. Un jeu où il y a un récit, des personnages. Donc un RPG ou un jeu d'aventure narratif? Qu'est-ce que c'est un RPG? Role-playing game. Tu joues un personnage qui évolue, qui gagne des capacités, qui prend des décisions qui affectent l'histoire. Ça ressemble à un livre interactif? Un peu. Les jeux comme Baldur's Gate 3 ou Dragon Age, t'as des dialogues, des choix moraux, une intrigue complexe. Ça m'intéresserait peut-être, si le scénario est bon. Les scénarios sont incroyables, meilleurs que beaucoup de films. Forte affirmation. J'assume. Et toi, tu jouerais jamais un jeu de tir, un FPS? Après mon expérience à regarder des plafonds? Probablement pas. Mais j'ai une question. Pourquoi les gens aiment ça, les jeux de tir en ligne? Parce que ça a l'air très stressant. C'est stressant et c'est exactement pour ça que c'est bon. Explique. Il y a une adrénaline dans le jeu compétitif qui est difficile à reproduire ailleurs. Quand tu es dans une partie serrée, que tu as un seul adversaire en face, que c'est toi ou lui, le cœur bat vite, les réflexes sont à fond. Ça ressemble à la description d'une crise d'angoisse. Ah! C'est une crise d'angoisse qu'on choisit. Et c'est contrôlé. Si c'est trop tough, t'arrêtes. Si c'est trop facile, tu montes de niveau. Et les gens font ça pour se relaxer? Pour certains, oui. Pour d'autres, c'est plutôt de la compétition pure. Ça dépend du jeu et de la personne. Et toi, c'est relaxation ou compétition? Ça dépend de mon humeur. Après une longue journée de support client, des fois je veux juste un jeu calme, explorer un monde, pas de pression. D'autres fois, j'ai besoin d'évacuer et là, c'est moins calme. Le gaming comme régulation émotionnelle. Exactement. T'as un bon vocabulaire pour quelqu'un qui regarde des plafonds en juin. Je lis beaucoup, c'est mon jeu vidéo à moi. On peut pas parler de jeux vidéo au Québec sans parler de l'industrie ici. Montréal, c'est vraiment une capitale mondiale du jeu vidéo. Honnêtement, j'ai mis du temps à réaliser ça. Quand je suis arrivée ici, je savais pas que Montréal était si important dans ce domaine. Montréal, Ubisoft, EA Montréal, Warner Bros. Game Montréal, Batman Arkham Origins s'est fait ici, Square Enix Montréal, il y a des milliers de développeurs de jeux vidéo à Montréal. Et ça attire des gens de partout? Partout dans le monde. Et c'est intéressant parce que ça crée une scène très internationale dans un secteur qui est aussi très francophone et québécois à la fois. Comme moi, international et francophone. Exactement. T'aurais dû aller travailler chez Ubisoft. J'aurais regardé des plafonds virtuels. Sérieusement, les crédits des gros jeux Ubisoft, Assassin's Creed, Far Cry, les noms des développeurs, c'est un mélange incroyable. Les noms québécois, français, brésiliens, ukrainiens, japonais. C'est beau ça, un produit culturel qui est vraiment le fruit d'une collaboration mondiale. Et les jeux Ubisoft en particulier ont souvent des personnages et des histoires qui reflètent cette diversité. Assassin's Creed qui se passe en Égypte ancienne, au Japon, en Grèce. J'ai vu les publicités pour le jeu au Japon, Assassin's Creed Shadows. Oui, et il y a eu toute une controverse sur l'authenticité culturelle. Ah oui? Raconte. Disons que certains joueurs japonais et des gens dans de l'art du Japon aussi avaient des questions sur comment la culture japonaise était représentée. C'est un débat complexe sur qui a le droit de raconter quelles histoires. Ce débat existe partout, en littérature, au cinéma, en musique. Et maintenant, dans les jeux vidéo aussi. Ce qui prouve que le médium est pris au sérieux culturellement, non? Bonne logique. Quand on commence à débattre de la représentation dans un médium, c'est qu'on le considère important. Exactement. Les gens débattent pas de la représentation dans les casse-têtes de 500 pièces. Bien que quelqu'un quelque part est probablement en train de le faire. Probablement. Bon, j'ai une question que je me pose depuis longtemps. L'e-sport, les compétitions de jeux vidéo professionnels, c'est vraiment un sport? Oh, on y va. On y va. Donc, la question classique. Et ma réponse, c'est ça dépend de ta définition de sport. Si un sport, c'est une compétition avec des règles, des équipes, des entraînements intensifs, une communauté de fans, des prix en argent, alors oui, l'e-sport, c'est un sport. Mais il n'y a pas d'effort physique. Les échecs, c'est un sport.
Les fléchettes? Le tir à l'arc, bon, celui-là, il y a un effort physique, mais les échecs, c'est reconnu comme sport dans beaucoup de pays. C'est un bon argument, mais un joueur de Counter-Strike professionnel, il est autant athlète qu'un joueur de football. Physiquement, non. Mentalement, les réflexes, la concentration, la gestion du stress, la lecture du jeu, c'est comparable à beaucoup d'autres sports. Il y a des stades pleins pour regarder des gens jouer aux jeux vidéo? Des arénas. Le Centre Bell ici à Montréal a accueilli des tournois d'e-sport. Les grandes finales de League of Legends remplissent des stades de 40 000 personnes. C'est beaucoup plus que je pensais. L'industrie de e-sport génère des milliards. Les joueurs professionnels ont des salaires, des agents, des entraîneurs, Les entraîneurs de jeux vidéo. Oui, qui analysent les replays, travaillent sur la stratégie, la communication d'équipe. Bon, je suis impressionnée. Je vais pas dire que c'est un sport, mais je vais dire que c'est une compétition sérieuse. Je prends. Et toi, t'as joué de façon compétitive? Pas professionnellement, mais j'ai joué dans des ligues amateurs, oui. Des tournois locaux. C'est fun, mais intense. Et mais? Dépend du jeu. Ah, réponse diplomatique. Je suis excellent à certains jeux et complètement nul à d'autres. C'est la vie. Ok, j'ai une idée. Je vais te décrire des jeux iconiques et toi tu me dis ce que t'en penses juste avec la description. Game? Game. Ha, t'entends? J'utilise le vocabulaire. Bravo! Bon, premier jeu. The Legend of Zelda. T'es un elfe en verre, tu voyages dans un monde fantastique, tu résous des puzzles dans des donjons, tu sauves une princesse. Un elfe en verre qui sauve une princesse. C'est très genré comme prémisse, non? La princesse Zelda est en fait très capable dans les versions récentes. Elle... Je dis juste, mais le concept de puzzle dans un monde fantastique, ça m'intéresserait. Bien. Deuxième jeu. Dark Souls. T'es un guerrier dans un monde sombre et cruel. Tout est difficile, tu meurs constamment et c'est volontairement frustrant. Pourquoi quelqu'un voudrait ça? Le sentiment de victoire quand tu réussis finalement quelque chose d'impossible, c'est inégalable. Moi, le sentiment de victoire inégalable, c'est quand je trouve un bon fromage en promotion. Je me bats pas contre des dragons pour ça. Bon, troisième jeu. The Sims. Tu crées une famille virtuelle, tu construis leur maison, tu gères leur vie quotidienne, travail, relations, besoins. Ouh, ça j'ai joué à ça. Ah oui? Quand j'avais 12 ans, j'avais créé une famille et j'avais oublié de les nourrir pendant une semaine de jeu et ils sont tous morts. C'était traumatisant. Je me suis sentie coupable pendant des jours. T'avais tué ta famille virtuelle? Par négligence, j'étais à l'école dans la vraie vie et j'avais des obligations. C'est pour ça que The Sims, c'est un jeu fascinant. Il génère de vraies émotions pour des situations fictives. J'ai encore une pensée pour cette famille. Il s'appelait la famille Dupont. La famille Dupont. Repose en paix. Repose en paix. Bon, sujet plus sérieux. Les jeux vidéo et la violence. Le débat classique. Est-ce que jouer à des jeux violents rend les gens violents? Je me doutais qu'on allait là. Et ma réponse de non-gameuse, c'est... Je pense que la recherche scientifique n'a pas prouvé de lien causal direct, non? Exactement. Des décennies d'études et aucun consensus scientifique sur un lien causal entre jeux vidéo violents et comportements violents dans la vraie vie. Les pays avec beaucoup de joueurs, Japon, Corée du Sud, ont pas plus de violence. Et les films violents, la littérature sombre, on pose pas les mêmes questions? Parce que c'est plus récent et moins bien compris par les générations qui ont grandi sans ça. La peur de ce qu'on comprend pas? Exactement. Ceci dit, il y a des vrais enjeux, les achats intégrés dans les jeux, les loot box qui ressemblent à du jeu d'hasard, le temps d'écran excessif chez les enfants. Des loot box? C'est quand tu paies de l'argent réel pour obtenir des récompenses aléatoires dans un jeu. C'est controversé parce que ça ressemble au gambling. Et c'est légal? Ça dépend du pays. Certains pays européens ont dit que c'est du gambling et l'ont encadré ou interdit. C'est un débat en cours. Voilà un domaine où la régulation devrait peut-être suivre l'industrie. Absolument. L'industrie du jeu vidéo a grandi tellement vite que les lois ont du mal à suivre. Comme beaucoup de technologies. Exactement. On arrive à la fin, les recommandations. Moi, je te recommande, et à tout le monde que je me dis les jeux vidéo c'est pas pour moi, d'essayer un jeu narratif. Spécifiquement What Remains of Edith Finch. C'est court, 2 heures environ, c'est magnifique, c'est émouvant, il n'y a pratiquement pas de difficultés techniques, c'est presque un film interactif. 2 heures? Je peux m'engager sur 2 heures.
et ça va te changer la vision des jeux vidéo comme médium, je te garantis. D'accord, je relève le défi. Et moi, ma recommandation, c'est, pour les gamers qui voudraient un peu de culture française, regardez le film Nocturama de Bertrand Bonello. C'est pas sur les jeux vidéo, mais il y a une esthétique et un rythme qui rappellent certains jeux d'atmosphère. Un peu contemplatif, un peu troublant. J'ai jamais entendu parler de ça. Évidemment, tu joues aux jeux vidéo pendant que moi je regarde du cinéma d'auteur. On est complémentaires. On est complémentaires. Bon, merci à tout le monde d'avoir écouté l'épisode 2. On revient bientôt. Pour vrai, cette fois, on a le calendrier. On a le calendrier. Et le prochain sujet va être annoncé bientôt. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, commentez, laissez une note. Et si vous n'avez pas aimé, partagez-le quand même et dites-nous pourquoi. On accepte la critique. On est adultes. Plus ou moins. À bientôt tout le monde. À bientôt. Essayez What Remains of Edith Finch, même vous qui regardez des plafonds en jouant. Isabelle parle d'elle-même. Toujours.